Elle aurait pu intituler sa présentation l'IA pour les nuls ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'IA sans oser le demander. Elle a plutôt choisi intelligence artificielle entre fantasme et réalité. Mesdames, messieurs, 15 minutes de mise à niveau sur ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'elle n'est pas ou pas encore pour entamer notre journée sur de bonnes bases. Elles vous sont proposées ces 15 minutes d'introduction par Marjorie Cannon. Je vous la présente en quelques mots. Ingénieure diplômée de l'école de l'air et de l'espace de Télécom Paris et titulaire également d'un executive master de l'école Polytechnique, Marjorie Cannon, c'est une experte, vous en doutez, reconnue dans les domaines de la data et de l'intelligence artificielle. Elle a fondé le Data Lab de la Gendarmerie nationale. Elle a aussi piloté de nombreux projets innovants en France et à l'international. J'ai discuté avec elle encore hier soir. C'est une entrepreneuse, mais aussi une femme engagée, et moi j'aime ça. Animée par la volonté de promouvoir des usages concrets et responsables de l'IA et de faire une place aussi aux femmes dans tout ça, et c'est pas plus mal. Elle a fondé Spinalia, une structure qui accompagne aujourd'hui entreprises et organisations dans l'identification et la mise en œuvre d'opportunités IA à impact fort. Nous en reparlerons d'ailleurs avec elle tout à l'heure si on a l'occasion de lui poser l'une ou l'autre question. Mesdames, messieurs, au pupitre, Marjorie Cannon. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nathalie pour ces mots d'introduction. Merci Monsieur le Président pour cette ouverture. Effectivement, il y a pas mal de questions que vous avez abordées qu'on va essayer de démystifier un petit peu. Alors j'ai la tâche ce matin d'ouvrir le bal et de démystifier un petit peu justement ce terme d'intelligence artificielle, parce qu'on entend beaucoup parler d'IA depuis quelques temps, notamment depuis l'arrivée de ChatGPT. Il y a beaucoup de fantasmes dessus, donc je vous propose de prendre quelques minutes pour parler de tout ça. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander qui a déjà utilisé ChatGPT, parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2025, il y a beaucoup de mains qui se leveraient. Peut-être vous demander, avant ChatGPT, donc avant 2022, est-ce que certains d'entre vous avaient déjà un contact avec l'intelligence artificielle dans le monde privé ou dans le monde pro? Est-ce que certains d'entre vous utilisaient déjà des outils à base d'intelligence artificielle? Allez, levez la main, si c'est le cas. Et pendant qu'on fait ça, Marjorie, je vous invite à ne pas vous éloigner trop du micro pour qu'on vous entende bien. Voilà. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Bon, ça reste marginal, hein, manifestement. Ça reste marginal. Et en fait, vous vous en doutez, c'est qu'au final, on était tous confrontés déjà à l'intelligence artificielle, pas sous la forme de l'intelligence artificielle générative, mais voilà, on a tous des comptes de streaming, on va sur des sites de vente en ligne, on est sur les réseaux sociaux. Et globalement, quand vous voyez des petites sélections pour vous, conçues pour... derrière, il y a des algorithmes de recommandation à base d'intelligence artificielle. Donc, pour expliquer de façon très simple, sur Disney+, mais ça pourrait être sur n'importe quelle plateforme, c'est pas parce que j'ai regardé Le Roi Lion et Vaiana qu'on me propose de regarder ces différents films. Il n'y a pas un moteur de règles explicite avec du « si alors ». Comment ça se passe? Ces plateformes, elles ont des milliards de données sur l'intégralité des utilisateurs, avec tous les comportements, ce qui a été regardé, des traits de ce qui vous concerne, et ça regroupe les personnes dans des cases, dans des boîtes. On appelle ça du clustering ou de la classification. Et tout simplement, après, on va vous proposer des choses qui sont consommées ou regardées par les gens qui vous ressemblent, donc qui sont proches de vous. Et ça, derrière, il y a de l'apprentissage automatique, donc de l'intelligence artificielle, et ça fait déjà un bout de temps que ça existe. Au-delà de ces algorithmes de recommandation, il y a plein d'autres exemples. La reconnaissance faciale, aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous utilisent le téléphone la vidéo pour déverrouiller le téléphone. Quand vous passiez dans les aéroports, même il y a quelques années, avec les paraphes, pour vérifier automatiquement les passeports, derrière, il y avait cette reconnaissance faciale qui est à base on appelle ça de la computer vision, donc de la vision par ordinateur. Ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle. Les assistants vocaux, c'est la même chose. Les propositions d'itinéraire, vous avez compris mon point, je ne vais pas détailler. Je ne vais pas vous faire non plus un historique complet, mais depuis 1950, l'intelligence artificielle arrive. Il y a eu différentes évolutions. Donc, ce n'est pas arrivé en 2022. Et donc, qu'est-ce qui a changé en 2022 avec ChatGPT? C'est vrai que moi, je
Je vais vous faire une petite confidence, quand ça a commencé fin 2022, tout le monde parlait d'intelligence artificielle, même mes parents me disaient ouais, « c'est dingue, l'intelligence artificielle est là ». Et moi, je n'ai pas bien compris, parce qu'en fait, ça faisait déjà quelques temps que je travaillais sur ce sujet-là. J'avais une équipe de data scientists à la gendarmerie il y a un peu moins de 10 ans qui réalisait des algorithmes et qui utilisait de l'IA. Et on n'était pas pionniers, il y avait plein d'autres industries qui utilisaient déjà ces thématiques. Donc, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est vraiment une rupture technologique? Pour comprendre ça, il faut voir un petit peu l'arrivée de ChatGPT, donc que vous voyez en 2022, sortie de ChatGPT au grand public. Et ben c'est arrivé après une lignée de différentes évolutions. Et si on veut vraiment parler de rupture technologique, en fait, elle arrive en 2017, cette rupture, avec l'introduction d'algorithmes qui s'appellent les transformers, qui ont été introduits par Google, et qui sont la base de l'intelligence artificielle générative. Il y a eu pas mal d'années d'évolution sur cette technologie, pas mal aussi de branches. On parle de ChatGPT parce que c'est le premier qui est sorti sur le marché, c'est un peu comme le frigo, tout le monde le connaît. Mais derrière, je pense que vous avez, certains d'entre vous, entendu parler du chat de Mistral, qui est l'acteur français sur le domaine, de Gemini, de Google, il y a des moteurs aussi de Llama, des moteurs chinois, il y a plein de modèles et plein d'acteurs sur le sujet. Donc une rupture technologique, certes, à ce niveau-là, une évolution aussi qui va à une vitesse folle. Je peux vous assurer que quand on est dans mon milieu et si on veut suivre toutes les évolutions et tous les modèles qui suivent, on ne dort pas beaucoup la nuit parce que ça va très vite et ça marche de mieux en mieux. Mais surtout, pour la réponse à la question que je me posais, ce n'est pas uniquement une rupture technologique, on est vraiment sur une rupture d'usage. C'est-à-dire qu'auparavant, pour faire de l'IA en entreprise, il fallait avoir une équipe de spécialistes, d'ingénieurs, data scientists, de statisticiens qui réalisaient les algorithmes. Et aujourd'hui, n'importe qui, vous tous, dans votre vie privée, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, mes parents peuvent utiliser l'intelligence artificielle, mes enfants bientôt, et ça arrive aussi dans l'entreprise. Donc c'est pareil, toutes les tailles et tous les types d'entreprises peuvent utiliser l'IA, et demain, ça fera partie intégrante de notre quotidien et de notre quotidien au travail. Ceci dit, il ne faut pas oublier des fondamentaux, et Monsieur le Président les a évoqués un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on a un petit peu l'image de l'IA, c'est magique, je parle à ChatGPT, il me répond, il comprend ce que je lui dis, il a des émotions. Absolument pas. Il ne faut jamais oublier que derrière l'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes, ce sont des statistiques qui sont très poussées, et je ne vais pas me lancer dans un cours théorique sur le sujet. Peut-être une illustration très simpliste, mais qui va permettre de démystifier pas mal de choses, c'est que derrière ChatGPT, ce sont des algorithmes qui sont génératifs et qui vont générer le prochain mot d'une phrase. Plus précisément, c'est des bouts de mots, mais pour simplifier. Donc si par exemple, vous avez un bout de phrase qui est « la capitale de la France est », vous le mettez dans le modèle, derrière, ça vous génère des statistiques de probabilité sur chacun des mots, et là, voilà, donc c'est Paris qui est ressorti en premier, qui sort, et ça, c'est fait de façon itérative, c'est à une vitesse folle grâce aux capacités de calcul et de puissance des ordinateurs, donc on ne le voit pas à l'œil nu, mais derrière, il ne faut jamais oublier que c'est ça. Et donc souvent, on parle d'hallucination. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler d'hallucination. Eh bien en fait, ChatGPT va vous sortir toujours un contenu qui est vraisemblable, mais pas toujours vrai. Donc ça renforce l'idée de se dire qu'il faut toujours vérifier et valider ce qui sort dans un ChatGPT. On a vraiment l'impression de parler à un ami, à un collègue quand on échange avec ChatGPT. Mais ce qui sort peut être complètement faux, et je l'ai testé à plein de reprises. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner. Un exemple assez typique, c'est Air Canada qui avait ouvert un chatbot pour gérer les réclamations de ses clients. Et en fait, ils l'ont vite arrêté parce que le chatbot, il accordait des réductions et des remboursements de billets alors que ce n'était pas prévu dans les cas. Donc voilà, attention quand on met en place ce genre d'algorithme. Et puis, derrière ces algorithmes, il y a des données, parce que l'intelligence artificielle apprend sur des données. ChatGPT a appris sur l'intégralité du web. Elle n'accède pas forcément tout de suite au web, mais elle a appris sur
sur l'intégralité des textes. Et donc, elle va reproduire les biais qui existent, ou en tout cas reproduire les données qui existent. Encore une fois, pour une version très très illustrative, quand on demande à un moteur d'intelligence artificielle générative de générer une image d'un cheeseburger avec du fromage coulant et des frites, et on a une image qui est assez représentative. On voit qu'il a eu pas mal de données, d'exemples, il sait ce que c'est un peu trop symétrique pour être réel, mais on reconnaît bien ce que c'est. Et je me suis amusée parce que voilà, moi je vis dans les Vosges depuis un peu moins d'1 an. Je lui ai demandé de me faire une cave d'affinage avec des Münster. Alors je pense que même si on n'est pas connaisseur de Münster, on se rend compte qu'on est assez loin de la réalité. La cave, il sait ce que c'est, mais les fromages, non. Pourquoi ? Parce que dans sa base de connaissances, il n'a pas beaucoup d'exemples où on lui dit « ça, c'est un Münster ». Même principe avec les tartes au Brimbel, même référence géographique. Là, on est plus sur une tarte américaine ou anglaise, preuve que voilà, l'importance des données derrière les algorithmes. Donc vous allez me dire, dans mon monde professionnel, je m'en fiche de créer des tartes au Brimbel, mais quand vous allez l'utiliser, que vous voulez faire des recherches sur des données ou spécifiques à votre corpus et à votre corps de métier, c'est important de se dire qu'il faut respécifier et réentraîner les différents algorithmes. Concrètement, l'IA générative en entreprise, qu'est-ce que ça apporte ? Parce que voilà, c'est bien beau d'utiliser ChatGPT pour faire des cartes postales, pour dans son monde personnel s'amuser un petit peu, mais qu'est-ce que ça apporte aux entreprises ? Pourquoi est-ce que les entreprises l'intègrent ? C'est comme tout projet et comme toute innovation. Derrière, on parle de ROI, de retour sur investissement. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Tout d'abord, des gains financiers directs ou indirects avec de l'augmentation du chiffre d'affaires, des baisses des coûts. Moi, j'ai un exemple assez récent d'une entreprise de formation, un centre de formation qui avait 200 heures de vidéos à traduire en 4 langues. Elle a utilisé un outil à base d'IA générative et elle a fait une économie de facteur 4-5 grâce à cet outil qui est en plus du temps de rapidité. Derrière, il y a tous les projets de maintenance préventive aussi, par exemple, dans l'industrie qui peuvent faire gagner du temps. Le deuxième point, et je pense que ça va être vraiment le sujet de la journée, c'est le gain de productivité qu'amènent ces outils-là, parce qu'on gagne du temps sur de la rédaction, de la synthèse. Je ne vais pas vous sortir un chiffre, parce qu'il y a autant de chiffres, de pourcentage, de temps gagné, de productivité gagnée que d'études différentes, mais c'est indéniable qu'on peut gagner beaucoup de temps. Un exemple typique aussi, ce sont les comptes rendus automatiques de réunion. Je pense que vous les voyez souvent sur les vidéoconférences, les assistants qui viennent sur la réunion et qui derrière génèrent automatiquement des comptes rendus. Ça permet de faire gagner un temps considérable. Moi, j'ai un exemple au sein d'un cabinet de recrutement qui l'a mis en place. Donc, sur chaque entretien avec des candidats, l'assistant va automatiquement derrière générer le compte-rendu, remplir les différents champs dans les outils métiers. Donc, c'est un gain de temps indéniable. Et là, il y a un vrai sujet qui est plus sociologique et dont on va échanger certainement au cours de cette journée. C'est le temps qui est gagné grâce à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on rajoute des tâches encore et encore ou est-ce qu'on diversifie ? Moi, je suis plutôt d'avis de me dire que le temps qui est gagné, il faut le réinvestir dans l'humain. Donc, par exemple, sur l'exemple du recrutement, le temps qui est gagné, ça permet aux recruteurs de se concentrer vraiment sur l'échange avec le candidat, d'avoir un rapport humain et de ne pas être dans ses fiches. D'autres apports de l'intelligence artificielle, ça peut être sur l'expérience client. Donc, par exemple, là, j'ai un exemple à la RATP ou même à la gendarmerie avec des agents conversationnels qui aident les militaires ou les agents en gare à répondre aux questions, donc des chatbots qui permettent d'avoir l'information plus rapidement, meilleur service qui est donné aux clients. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier dans ce sujet d'intelligence artificielle, c'est l'expérience collaborateur. Alors l'IA, c'est indéniable. Déjà, pour les jeunes générations, c'est un vrai facteur différenciant. Je crois qu'il y a 77% des jeunes diplômés qui trouvent qu'une entreprise qui utilise de l'IA est plus innovante et plus attractive. Donc c'est un vrai sujet d'attractivité et de marque employeur.
Et derrière, ça peut aussi servir vraiment à des réductions de tâches, donc réduction de charges, que ce soit physique ou mentale. Je pense qu'il y aura des exemples aujourd'hui de charges physiques, mais même sur le mental, moi, j'ai des exemples en entreprise où des collaborateurs passent des heures infinies à transformer des fichiers Excel, à aller prendre des informations dans un fichier Excel, ligne par ligne, pour les réconcilier avec d'autres fichiers. Et bien ça, derrière, des outils d'intelligence artificielle peuvent permettre de faciliter la vie, de gagner du temps et derrière, de réduire la charge mentale des employés. Et puis, je le disais tout à l'heure, d'avoir plus de place pour l'humain. Et en ce sens, je suis assez d'accord avec les propos du président de tout à l'heure. Pour moi, l'intelligence artificielle doit rester un outil d'aide à la décision qui est piloté par l'humain et qui est contrôlé par l'humain, avec différents enjeux qu'il ne faut pas oublier. Certains que j'ai déjà mentionnés, la fiabilité, attention aux hallucinations de l'intelligence artificielle, l'éthique, c'est très très important. On en a parlé longuement hier soir avec Nathalie. J'ai montré des exemples là, sur les Minster et les tartes au Brimbel, mais c'est un peu le même principe. Si je demande à l'IA de me générer des images d'astronautes, de chefs Michelin, de PDG, on n'aura globalement que des hommes qui vont sortir. Tout ça preuve que l'intelligence artificielle est biaisée et qu'il faut prendre en compte ces données-là quand on l'utilise. La confidentialité, c'est un sujet qui est très intéressant. Alors, je pense que le capitaine en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a des risques très importants pour les entreprises si on utilise les technologies sans comprendre ces enjeux. Et puis je vais finir sur l'environnement qui est un enjeu qui est très important à mes yeux aussi. Il ne faut jamais oublier que ces technologies, comme le numérique en général, mais l'intelligence artificielle en particulier, a un impact fort, que ce soit sur l'entraînement des modèles ou l'usage au quotidien par les utilisateurs et par les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais il faut les utiliser en toute conscience. Et l'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi. Il faut l'utiliser pour des vrais besoins et des vrais projets qui ont du sens. Une requête sur ChatGPT, c'est 10 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre en moyenne qu'une requête sur Google. C'est un ordre de grandeur que vous devez avoir en tête. Merci d'avoir abordé ce dernier point. Également, Marjorie, on n'en parlera pas plus que ça, c'est pas à l'ordre du jour, mais c'est important. Merci de l'avoir relevé et merci pour toutes les autres choses que vous nous avez amenées à travers votre présentation. On vous salue, Marjorie, on vous raccompagne. Les professionnels de santé, les infirmiers, les kinés, les aides-soignants sont parmi, peut-être vous le savez, les personnes les plus touchées par ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Posture contraignante, aide à la mobilité, soutien des patients lors des soins en sont les principales causes. Pour les aider dans cette tâche, la société Wondercraft a imaginé et mis sur le marché Atalante, un exosquelette qui permet aux patients avec des troubles plus ou moins sévères de la marche de se lever et de marcher les mains libres, avec pour avantage collatéral évidemment de réduire la pénibilité du travail d'accompagnement du soignant et de lui permettre ainsi de retrouver à la fois de l'énergie et de la disponibilité pour son patient. Quand l'IA se met au service de la santé, regardons et écoutons surtout Jean-Louis Costanza, le cofondateur de Wondercraft. Je l'ai rencontré, c'était à Paris il y a quelques semaines dans ses locaux. Il nous en parle très bien, écoutez-le. Bonjour Jean-Louis Costanza. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Wondercraft. Quelques mots pour situer votre entreprise, ses missions, ses valeurs, mais peut-être aussi son histoire qui est particulière. Alors l'histoire de Wondercraft est liée à mon fils et au frère de Nicolas Simon, qui est notre cofondateur, je dirais, scientifique et technologique, qui ont tous les deux une maladie génétique qui fait qu'ils sont en fauteuil roulant. Et mon fils m'avait demandé quand il avait 6 ans, « Papa, tu es ingénieur en robotique, pourquoi tu ne fais pas un robot pour m'aider à marcher ?» Et Nicolas, lui, savait comment faire, donc on s'est associé avec Mathieu, sorti de la même école d'ingénieur que Nicolas, pour créer Wondercraft, pour faire marcher des gens qui, comme le frère de Nicolas ou mon fils,
sont en fauteuil roulant et aimeraient remarcher, à la fois pour gagner en mobilité et pour améliorer leur santé. Puisque quand on est en fauteuil, quand on est assis tout le temps, toute la journée, eh bien, il y a énormément d'éléments du corps humain qui se dégradent. Qu'est-ce qu'ils ont, vos exosquelettes, que ceux des autres n'ont pas? On a voulu développer une technologie qui était capable de faire marcher des gens de façon autonome dans leur vie quotidienne. La différence avec tout le reste du monde, c'est que les exosquelettes de Wondercraft s'utilisent sans béquille. La personne à l'intérieur n'a pas à se stabiliser. Nous, on a voulu faire un robot, exosquelette, qui soit auto-équilibré. En fait, la plupart des gens qui ont des problèmes de mobilité sont tétra ou hémiparétiques. Je ne peux pas utiliser les béquilles. Ensuite, quand j'utilise un robot avec des béquilles, je peux marcher qu'en ligne droite. Et mes épaules et mes coudes se fatiguent vraiment très vite. On est passé du monde en fait, de l'appareillage technique médical au monde du robot humanoïde. Et ça, il y a 12 ans, quand on a fondé Wondercraft, c'était vraiment quasiment de la science-fiction. Alors aujourd'hui, on peut imaginer d'autres types d'applications, et notamment dans le cadre de la santé au travail. C'est notre premier exosquelette qui s'appelle Atalante et qui est destiné aux établissements de santé pour la rééducation à la marche, principalement des patients qui ont un AVC, une blessure de la moelle épinière ou dans certains cas d'autres pathologies, SEP, maladies, des neuropathies, etc. L'impact sur la santé au travail, il est colossal parce que les kinés, les ergos, les APA qui font ce travail de rééducation avec des patients ont une charge mentale et cognitive extrêmement élevée. En fait, un patient sort d'un AVC, il ou elle est encore très secouée et il va falloir la déplacer sur des barres parallèles ou en l'aidant à s'équilibrer avec une table roulante. Et l'effort qu'on fait pour une session même de 20 minutes avec cette personne est vraiment très élevé. C'est un engagement épuisant. Physique extrême pour le soignant. C'est un engagement physique, psychologique et moral parce qu'il faut en mental parce qu'on fait des actions complexes de rééducation en même temps. Là, l'exosquelette va prendre en charge la quasi-totalité du travail. Le patient va retrouver un dialogue plus direct, même pendant ces phases premières de la rééducation, avec son soignant. Et le soignant, lui, il est mentalement libéré et physiquement aussi. Et il peut d'un seul coup se remettre à imaginer comment améliorer le traitement plutôt que de supporter le patient et quasiment de le porter. Ça veut dire que trianguler en recourant à un exosquelette, c'est aussi réinventer, réenchanter la relation entre patient et soignant? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est réenchantée, mais elle est certainement réengagée. C'est-à-dire qu'on a observé, y compris par des études médicales, des études scientifiques, à quel point le patient était beaucoup plus engagé dans son traitement que sans exosquelette. C'est très quantitatif. Notre patient ou notre patiente, dans ses premières sessions, au lieu de faire quelques dizaines de pas, il va pouvoir en faire 1000 ou 1500. Donc il y a vraiment un gros écart entre une rééducation sans le robot, sans Atalante, et une rééducation avec. Comment les soignants regardent l'arrivée de ce nouveau collègue qui s'appelle Atalante ou qu'il porte un autre prénom? Est-ce qu'il y a des résistances, des freins qu'il faut lever? Alors, il n'y a pas eu tellement de résistance à l'arrivée d'Atalante dans les hôpitaux. Généralement, Atalante est demandée soit par l'équipe médicale, soit par l'équipe de kiné au contact, donc tous les jours avec les patients, soit les deux. Les kinés, dans la plupart des cas, voient vraiment très vite l'amélioration de leur travail. 1, la charge mentale et physique diminue radicalement. 2, on a un côté répétitif, parce que le robot va toujours faire la même chose avec le patient. Et le kiné peut piloter l'effort qu'il va demander au patient d'une façon très précise, en diminuant l'assistance qui est fournie par l'exosquelette, par Atalante. Et cette progression de l'effort que le patient est capable de fournir session après session, c'est super motivant pour le patient, c'est super motivant pour le kiné. Est-ce qu'il y a des conditions particulières à installer dans un environnement de travail pour qu'un exosquelette comme Atalante y trouve sa place au bénéfice des patients, mais aussi des soignants, comme vous venez de l'expliquer? En fait, c'est un outil qui est vraiment facile à utiliser. La seule condition, en fait, c'est qu'il faut avoir des rails au plafond. Les établissements de rééducation ont très souvent des rails déjà. Sinon, on pose un rail. On est spécialiste dans la pose de rail maintenant chez Wondercraft, de façon à assurer la sécurité si jamais l'exosquelette était déséquilibré, ce qui n'est pas le cas en général, mais ça peut arriver. Et on ne va pas demander au kiné ou à l'APA de retenir une grosse machine avec un patient à l'intérieur. Le câble ne sert à rien, sauf au moment où on aurait un déséquilibre. Je n'ai pas trop souvenir que ce soit produit. Mais c'est utile sur le plan réglementaire. Après, dans notre nouvel exosquelette qui s'appelle Eve, qui est destiné aux personnes dans leur vie quotidienne, là, il n'y a plus de rail, parce que quand on est dans la rue, il n'y a pas de rail. Donc, il faut pas tomber. Donc, c'est un exosquelette qu'on va pouvoir utiliser pour se déplacer dans la rue, pour prendre le train. C'est un exosquelette qui permet à des gens qui n'ont pas de motricité de
se lever et de marcher. Se retrouver debout, c'est pas que se déplacer pour aller faire quelque chose de précis. C'est pouvoir boire un verre avec un ami ou une amie et se regarder dans les yeux. C'est pour pouvoir faire des trucs très simples mais qu'on fait plus. Et ça change pas mal la vie, même si on considère chez Wondercraft que le fauteuil, c'est vraiment l'allié de notre patient. Mais l'exosquelette ouvre des portes. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques retours d'expérience, de témoigner de l'intérêt, de la valeur ajoutée d'Atalante dans certains hôpitaux oui, bien en sûr, France ou ailleurs? être soignant, quand on fait de la rééducation neurologique, c'est épuisant. C'est vraiment un des métiers les plus difficiles. C'est épuisant moralement et c'est épuisant physiquement, donc on leur redonne une qualité de vie, je pense, d'après ce qu'ils disent, qui est différente. Tout ce que les soignants nous disent, c'est que ça leur permet de remonter d'un cran, parce qu'ils sont dégagés de contraintes en fait, qui sont de bas niveau et de risques en plus pour leur propre santé, et de retrouver une relation plus avancée, un cran au-dessus en termes de soignants. Là, hier, j'ai reçu un mail d'un hôpital à l'étranger. Le patient essaye l'exosquelette, monte dedans et dit « ma vie est changée, ma vie est transformée ».